Et donc, voilà. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, je vous propose qu'on démarre. Je suis Dominique Tissot, adjoint délégué général de la Fédération Sinov. Et donc, je coordonne le pôle social et formation qui s'occupe notamment des questions d'études prospectives liées à l'emploi. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai le plaisir de co-animer, enfin surtout de présenter de lancer la présentation de cette étude sur la vision des jeunes, ainsi qu'on l'a appelé quand on l'a lancé il y a quelque temps, qui, dans le contexte de pénurique sur le marché du travail que vous connaissez tous, difficultés de recrutement, donc nous a intéressé de voir un petit peu comment les jeunes se positionnaient par rapport à nos métiers, d'une part, et d'autre part aussi par rapport à la relation au travail, comment ils se projettent, comment ils se voient travailler dans le monde d'aujourd'hui et puis surtout de demain. Et donc ça a fait l'objet d'une étude qui a été menée l'an dernier, avec la DSAT, et donc au périmètre de la branche, sur l'ensemble de nos grands secteurs, de l'ingénierie, du conseil, du numérique, avec donc le cabinet BVA, enfin l'Institut BVA, puis le cabinet Olesio, donc dont nous avons deux représentants aujourd'hui, Steve Flanet et Sébastien Lévy-Prudent, qui vont vous restituer à grands traits les enseignements de cette étude, bon évidemment avec un petit point méthodologique au début, mais ce qu'il en ressort, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est d'avoir de l'interaction avec vous, pour aussi quelque part, je dirais, mettre en relief les points qui peuvent ressortir ou comparer avec votre propre vécu de chef d'entreprise. Ce que vous avez vu ce que vous avez vécu au niveau peut-être des problématiques de recrutement ou de fidélisation de salariés, et voir si finalement vous vous retrouvez dans ce qui sort de cette étude ou pas. Ça sera intéressant d'avoir aussi ce genre d'échange. Et je propose, si vous êtes d'accord, Sébastien et Steve, que ça puisse se faire au fil de l'eau, que voilà, on vous écoute bien sûr religieusement, mais n'hésitez pas à intervenir. Donc, au fil de l'eau, soit vous pouvez lever la main, je crois il y a une petite option en bas de l'écran, et soit écrire dans le chat, et on voit au fur et à mesure les questions qui se posent. Voilà. Et donc, on est dans un format d'une heure. Donc, je propose, Steve et Sébastien, de démarrer, de vous présenter. En réactivant le son de votre micro. Bien vu, merci. Merci Dominique, merci pour cette introduction. Je disais oui, effectivement, je vais commencer par me présenter. Donc Steve Flanet, je m'occupe de BVA People Consulting, qui est la structure du groupe BVA qui est dédiée aux enjeux autour du travail, de l'emploi et de la formation. Et j'ai eu la chance de copiloter cette étude avec Sébastien, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Sébastien Lévy-Prudent. Donc, je travaille chez Olesio, qui est lead des solutions sur la découverte des métiers et l'orientation. Donc, on est très impliqué sur ces questions en fait des jeunes et du rapport au travail. Et on fait également des projets d'études en fait autour du champ de l'emploi et de la formation. Donc, on a répondu présent à la session de BVA sur ce sujet. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bon pour vous au niveau du visuel? Ok, top. Alors, juste un petit point, effectivement, un petit point méthodologique avant de rentrer dans le cœur des enseignements de cette enquête. Donc, Dominique l'a bien rappelé, c'est vrai que la relation qu'ont les jeunes actifs avec le marché du travail a toujours suscité beaucoup d'intérêt, suscite toujours beaucoup d'intérêt. La crise sanitaire, d'ailleurs, a renforcé un petit peu tous ces, tous ces enjeux et la volonté à la fois des entreprises, à la fois des pouvoirs publics, à la fois des branches professionnelles, d'aller un petit peu investiguer auprès de cette population, parce qu'on a parfois semblé manquer de repères sur la façon dont les jeunes construisent leur intégration professionnelle, leur parcours professionnel et le rapport qu'ils peuvent avoir de manière générale avec le monde du travail. Dans un contexte où, là encore, ça a été rappelé, on est dans une situation où le marché du travail, en particulier sur nos secteurs, est assez tendu et où l'intégration des jeunes diplômés sur le marché du travail, dans nos entreprises, est un véritable enjeu pour assurer la pérennité de nos activités.
Alors, pour répondre à cet enjeu, à cette question, on a eu une approche en 3 temps avec Olesio. Donc, un premier temps, on a essayé un petit peu de contextualiser tout ça et de faire une sorte d'état des lieux sur la situation des jeunes sur le marché du travail, leur parcours professionnel et leur positionnement, en termes d'emploi, notamment vis-à-vis de la branche. Donc, on a été analyser, la statistique publique, les études qui ont déjà été réalisées, que ce soit institutionnelles ou au niveau des branches professionnelles, pour dresser cet état des lieux un peu global du rapport des jeunes à l'emploi et au marché du travail. Ensuite, on a été spécifier tout ça dans un second temps avec une grande enquête qui a été réalisée en miroir auprès d'une population jeune. Donc, on a interrogé un échantillon représentatif d'un peu plus de 1000 jeunes de moins de 35 ans, tous secteurs et toutes branches confondues, avec néanmoins un suréchantillon de 400 jeunes qui étaient en activité au sein de la branche ou engagés dans un cursus de formation qui les préparait à exercer un métier de la branche. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? De manière à avoir des résultats, là encore en miroir, entre des jeunes qui sont en activité dans la branche ou qui se préparent à exercer un métier de la branche avec les jeunes de manière générale pour voir s'il y a des particularités. Et en miroir, on a été interroger un échantillon de 300 entreprises de la branche, toutes tailles confondues, tout secteur d'activité confondu, là encore, pour pouvoir voir un petit peu comment est-ce que les entreprises se positionnaient et si on avait des choses qui étaient en résonance ou en dissonance entre ces deux populations, pour in fine proposer un certain nombre de préconisations, de recommandations à la branche qui étaient liées aux aspirations des jeunes, bien entendu, et aux attentes que pouvaient exprimer les entreprises au travers de cette investigation. Voilà. Sébastien, je te laisse prendre le relais. Ouais, tout à fait. Donc, déjà, quand on parle des jeunes et du monde du travail, qu'est-ce qu'on met derrière les jeunes? Parce que c'est quand même une pluralité de situations et c'est un grand ensemble. Aujourd'hui, quand on dit, encore une fois, les jeunes, on parle d'à peu près 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. En fait, ils sont 800 000 par classe d'âge. Ils vont sortir à des âges différents finalement et arriver sur le marché du travail. Mais du coup, en fait, chaque année, globalement, ce sont à peu près 800 000 qui sont potentiellement postulants en fait, au marché du travail. Euh, Actuellement, les 15-29 ans, on est plutôt sur 780 000, mais on est en train de monter. Sur la période d'ici à 2030, on devrait monter jusqu'à 820 000 en fait, jeunes qui sortent du champ de l'école pour arriver sur le marché du travail. 820 000, ce qui est beaucoup et ce qui n'est pas beaucoup, en fait, parce que si on regarde, par exemple, un rapport qui est sorti entre la fin de cette étude-là et aujourd'hui, qui est le rapport métier 2030 de France Stratégie et de la DARES, en fait, on voit qu'on a un déficit structurel en fait, de nouveaux entrants et que globalement, quand bien même finalement on aurait un taux d'emploi de 80% de ces 800 000 et 0% de chômage, on serait en déficit en fait, de nouveaux entrants. Donc, on va en fait, avoir des problèmes structurels de recrutement qui vont s'accroître et qui vont s'accroître notamment d'ailleurs sur la partie des diplômés de l'enseignement supérieur, puisque de mémoire sur 1 million de créations, en tout cas 1 million de besoins finalement en nouveaux entrants. En fait, il y en a 1 800 000 de mémoire, encore une fois, on va vérifier ces chiffres-là, mais dans le rapport métier 2030 qui sont issus du supérieur et un delta négatif de 800 000 sur les infrabacs. Bon, c'est pour dire, en tout cas, voilà, quand on parle des jeunes, c'est 800 000 jeunes par an, donc c'est vraiment en effet des situations assez différentes. Ceci étant dit, globalement, quand on essaie de dresser leur portrait, 80% aujourd'hui vont jusqu'au bac, en fait, obtiennent leur bac. Et quand on regarde les jeunes finalement qui sont sortis du système scolaire et d'enseignement supérieur, aujourd'hui, chez les 25-34 ans, on a 1 sur 2 globalement qui a eu un diplôme dans l'enseignement supérieur. Donc on voit qu'on a un taux finalement d'études supérieures qui a fortement augmenté en fait ces dernières décennies et en parallèle un taux de décrochage scolaire, c'est-à-dire de jeunes qui vont sortir de manière très précoce en fait du système scolaire qui baisse parce que les politiques publiques finalement d'éducation, d'orientation essaient d'encourager finalement cette poursuite d'études.
Donc, on pourrait se dire qu'on a des jeunes qui sont mieux formés, qui sont potentiellement mieux préparés au monde du travail. On peut entendre plein de choses ou avoir plein de représentations des uns et des autres sur justement quel est leur rapport par rapport au travail. En fait, la réalité, quand on les interroge, alors là, c'est un peu un medley de différentes études de producteurs en fait, de données, que ce soit l'Observatoire de la vie étudiante ou les ministères qui gèrent les questions sur la jeunesse. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils restent globalement très investis, puisque 3 sur 4 considèrent que le travail occupe et occupera une place importante dans leur vie. En revanche, ils sont vraiment pessimistes dans leur ensemble sur leur accès à l'emploi, et puis leur phase d'insertion dans l'emploi leur donne plutôt raison. On a 1 sur 3 en fait, qui va avoir des périodes de CDD ou de sous-emploi, de temps partiel important. Et on a des périodes d'insertion dans l'emploi qui sont assez longues. En moyenne, en France, donc c'est 4 sur 10 jeunes qui mettent plus de 7 mois à trouver un emploi stable. En moyenne, dans la branche, on trouve un emploi stable dans une durée plutôt autour des 6 mois. Donc, on voit que la situation est un peu différente, notamment du fait des jeunes qui sont plus diplômés dans la branche. Et en fait, les diplômes, plutôt les contrats qui sont recherchés sont des contrats en majorité en CDI et en temps plein. Donc, sur ce point-là, finalement, on reste relativement proche de nos aînés, même si on voit que l'entrepreneuriat ou le travail indépendant peuvent prendre plus de place dans les enquêtes et dans les réponses. C'est la page suivante. Merci. Donc on disait, voilà, ils ont un accès au marché du travail qui est plus difficile que les autres publics, qui les fait en fait craindre, en plus de ce qu'on va voir sur l'éco-anxiété, sur l'anxiété liée au contexte géopolitique. Il y a une vraie anxiété sur leur capacité à intégrer un marché du travail et à s'adapter et à l'articuler avec leur vie personnelle. Ça, en fait, du coup, au moment de l'étude qui a été menée en 2021-2022 et où il y avait un questionnement sur quel impact de la crise sanitaire sur ces jeunes et leur rapport à l'emploi, en effet, finalement, la crise n'a pas aidé puisque quand on se dit que ces jeunes sont plutôt dans des situations probablement plus précaires, en fait, en termes d'insertion professionnelle avec plus de CDD, plus d'intérim, la crise sanitaire, en fait, en a fait les premiers sacrifiés puisque c'était les contrats qui étaient les plus faciles, entre guillemets, et les plus fréquemment cassés. Et donc, on a eu finalement des pertes d'emploi plus importantes en fait, sur la partie des jeunes. Et puis, on a eu aussi un accès à des leviers d'insertion dans l'emploi qui sont un peu taris. En 2020, on a eu 20% en gros d'intégration en stage de moins que les années précédentes. Or, ce qu'on verra après, c'est que le stage et de manière générale, en fait, ces phases d'immersion dans l'entreprise, et si possible d'immersion longue, sont des paliers importants pour acquérir une première expérience professionnelle, pour acquérir des premières compétences professionnelles et puis finalement développer un réseau et casser la barrière un peu des représentations justement qu'il peut y avoir entre des entreprises, des entrepreneurs, des RH et puis des jeunes de l'autre côté. On voit aujourd'hui concrètement, au-delà des représentations, qu'on peut les interroger sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans la recherche d'entreprise, que peu importe les configurations, il y a plus d'un jeune sur deux qui rencontre des difficultés dès lors qu'il cherche une entreprise, que ce soit pour trouver un emploi, pour trouver un contrat en alternance ou pour trouver un stage, obligatoire ou non. Donc on voit que finalement, voilà, on va avoir plus d'un jeune sur deux qui, dans sa recherche d'entreprise, va avoir des difficultés. Alors que dans le même temps, finalement, on a des entreprises, on pourra en reparler, qui, elles, soulignent des métiers en tension, des difficultés de recrutement qui s'intensifient. Donc, on voit qu'il y a une mise en relation, un appariement, finalement, entre ces jeunes et les entreprises qui se fait quand même encore difficilement. Alors, une question ensuite qui se posait, c'était de se dire, donc, OK, ils sont nombreux, ils sont engagés, en tout cas, ils portent quand même une valeur sur le travail et sur leur travail qui reste importante. Ils restent dans des codes où ils recherchent quand même un CDI, où on le voit sur le graphique de droite, le revenu reste, en fait, malgré ce qu'on peut penser sur les questions du sens, etc. Il y a quand même une hiérarchie de priorités qui
qui fait quand même encore apparaître le salaire et d'autres valeurs, on va dire, plus traditionnelles ou classiques en haut de la pyramide. Mais eux, qu'est-ce qu'ils attendent finalement de ce monde du travail? Bon, globalement, en effet, finalement, ils sont de plus en plus nombreux à attendre des entreprises engagées, sans tomber dans le greenwashing ou finalement le marketing de la RSE ou du développement durable. Donc, on voit qu'il y en a 6 jeunes sur 2 qui, en 2020, étaient en attente d'engagements sociaux et sociétaux et environnementaux réels de la part des entreprises. Donc, il y a vraiment une forte attente et ça peut devenir en fait un critère de choix ou vraiment un critère de non-choix en fait, d'une entreprise dans laquelle il pourrait s'engager. Il y a de fortes attentes également sur les conditions de travail. Donc, en gros, ce qu'ils expliquent, en fait, c'est que ils attendent que l'entreprise, finalement, fournisse un cadre de travail qui soit agréable, stimulant, épanouissant, avec des modes hiérarchiques, finalement, qui soient beaucoup moins descendants, avec des managers qui sont là pour les accompagner dans leur progression, pour finalement être plus des coachs quasiment que des managers au sens hiérarchique, au sens je donne des consignes et je valide finalement qu'elles ont été réalisées, mais plutôt un peu comme quand on renverse le processus pédagogique en pédagogie active, où on dit bah, finalement va sur des ressources, trouve la réponse, et puis moi je suis là pour accompagner tes apprentissages. Bah, de la même manière, finalement, on voit des jeunes qui répondent et qui projettent finalement dans le monde de l'entreprise un processus un peu parallèle. Je voyais, est-ce que les slides pourront être partagés? Oui, alors du coup, la DSAT en fait, a publié, je pense, l'étude complète et la synthèse sur son site. Mais j'imagine que Sinav pourra vous partager aussi et vous envoyer le lien vers cette étude. Oui, et je confirme, je me Ouais. permets une petite incise. Je trouve que ce qui est intéressant, notamment pour les adhérents de Sino, puisque c'est quand même, on est sur un profil d'entreprise plutôt TPE et petite PME. C'est l'intérêt que portent les jeunes, en tout cas, c'est ce qui en ressort là, sur ce type d'entreprise. Et qu'effectivement, il n'y a pas Exactement. forcément la recherche d'une insertion dans un grand groupe avec une chaîne hiérarchique très longue. C'est exactement, en fait, c'était le dernier point, je trouve, qui a été évoqué. C'est un peu le small is beautiful pour parler français. C'est que finalement, par rapport à une période où on a connu une forte attractivité, une forte notoriété des plus grosses structures. Donc, si je caricature, il fallait aller travailler chez L'Oréal, Renault ou autres. Dans les enquêtes, finalement, c'est pas ce qui ressort en fait dans les dernières enquêtes ces derniers temps où finalement on va privilégier plutôt des petites structures. Alors l'archétype étant la structure type startup avec finalement beaucoup de responsabilités données aux uns aux autres parce que les périmètres justement sont plus fluctuants parce que bah, finalement on est petit donc bah, tout le monde peut être amené à toucher à tout et où on a un phénomène d'apprentissage collectif et individuel finalement qui se fait un peu chemin faisant. On peut essayer, où on a le droit à l'erreur, etc. Donc, on va dire que toutes ces valeurs-là, en tout cas dans le monde du travail, remontent beaucoup dans les enquêtes aujourd'hui. Et qu'en effet, du coup, pour des structures à taille plus petite, bah, ça peut résonner dès lors qu'en fait, les schémas de management et les principes de management bah, permettent en fait finalement de concrétiser ça euh, dans l'entreprise. Sur les recherches en termes de priorité, donc, je disais finalement le revenu, malgré tout, reste quand même le point principal. C'est des chiffres et une enquête qui a été faite, on va dire, pré-phase d'inflation. Donc, je pense que si c'était mené aujourd'hui, ça serait encore plus important parce que bah, finalement, on voit qu'on a une, une, une incertitude et une insécurisation en fait qui est plus forte du fait, bah, je citais, hein, du phénomène climatique, du phénomène géopolitique, et du coup finalement bah, la question du revenu, la question de la pérennité dans l'emploi, de la sécurité de l'emploi, à mon avis, si on refaisait l'enquête aujourd'hui, pourrait remonter encore plus forte. Ceci étant dit, du coup, on a en effet une montée, comme on le disait, de valeurs qui vont être autour du sens du travail, de l'équilibre respecté entre une vie privée et une vie professionnelle, sur tout ce qui va être l'ambiance de travail, qui est de plus en plus importante pour les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent finalement de leur responsable hiérarchique? Alors, je l'évoquais déjà un petit peu juste avant, mais quand on regarde pour l'ensemble des jeunes, finalement, donc si on prend dans l'ordre, c'est un manager qui est capable de motiver son équipe, de valoriser le travail qui est effectué,
de faire en sorte finalement qu'il y ait un groupe, un collectif qui se construise dans l'entreprise, qui accompagne la montée en compétences des collaborateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on regarde plus spécifiquement dans la branche des bureaux d'études techniques, donc qui nous concerne, c'est ce quatrième point qui est le plus cité. Donc, à plus de 1 jeune sur 2. Donc, ça en fait finalement le premier critère qui est attendu. Et donc, on voit en effet finalement des jeunes qui, dans nos entreprises, en fait, sont en moyenne plutôt très qualifiés et qui vont attendre d'être stimulés et accompagnés dans leur progression. Donc, on va voir aussi, qu'on ne voit pas forcément ici, mais l'intérêt des missions qui va également remonter et qui sont sur voilà, qu'est-ce que moi je retire, qu'est-ce que je gagne finalement dans cette collaboration en termes d'intérêt des sujets qui me sont proposés, et puis de monter en compétences pour des perspectives finalement de progression de carrière ou d'évolution dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise qui vont être prégnantes. On voit aussi en termes de singularité par rapport aux différents profils, un point intéressant sur la valorisation. Où on voit qu'on a des femmes qui, je pense, sont plus en attente aussi justement de réassurance et de valorisation sur le travail qui est réalisé. Donc un point et un message, je pense, qui est intéressant à rappeler aussi vis-à-vis des managers. Ouais, favoriser l'initiative, favoriser les montées de carrière, etc. Ensuite, sur les processus d'insertion dans l'emploi, il y avait un certain nombre de questions que le comité de pilotage souhaitait poser sur finalement comment se passent les phases post-immersion d'entreprise. Dans le cadre de l'immersion dans l'entreprise, on va parler des stages, mais aussi de tout ce qui sont les contrats en alternance. On voit que l'alternance, ça a explosé. En fait, il y a eu un fort soutien en termes de politique publique et d'aide financière apportée aux entreprises pour l'apprentissage, mais également pour les contrats de professionnalisation. On voit qu'on était à 720 000 contrats d'apprentissage signés fin 2021, qu'on dépasse les 800 000 fin 2022. On voit que aussi cette alternance, elle porte de plus en plus sur le supérieur, ce qui n'était pas le cas finalement initialement, originellement sur ces contrats en alternance, en particulier en apprentissage. Et donc, finalement, on voit que la branche des bureaux techniques embrasse ce mouvement et a de plus en plus recours et a un fort taux en fait, d'effectifs qui sont issus de l'apprentissage. Alors, la question du coup qui vient à chaque fois derrière, c'est OK, du coup, on les forme, mais est-ce que concrètement, on arrive à les garder? Est-ce que ces jeunes qu'on intègre dans l'entreprise, qu'on forme, qu'on accompagne, et, certes, il y a des aides financières, mais c'est un effort également de l'entreprise, est-ce qu'on arrive à les fidéliser au sein des effectifs une fois qu'ils finissent leur apprentissage? Alors, la réponse est plutôt oui. Et globalement, on voit qu'à la suite de stages ou de phases d'apprentissage, on a entre 43 et 44% selon stage et apprentissage de jeunes qui vont rester dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont être recrutés dans l'entreprise. Quand ils ne le sont pas, globalement, c'est parce qu'ils sont en poursuite d'études. Mais quand ils ne sont pas en poursuite d'études, finalement, le débouché le plus fréquent, c'est un emploi. On voit que finalement, déjà, le stage et l'alternance sont des excellents leviers d'insertion dans l'emploi. Et en plus, finalement, on voit que l'entreprise qui est privilégiée en matière d'insertion, ça sera toujours, en fait, en majorité, l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage ou ils ont fait leur stage. Euh, Dès lors qu'ils ne sont pas en poursuite d'études, on voit que finalement, l'insertion dans une autre entreprise du secteur ou finalement dans une entreprise hors secteur arrive finalement derrière ce premier choix qui est je reste dans l'entreprise dès lors que l'entreprise me propose un contrat également. Et donc, pareil, plus largement, quand on leur demande est-ce que le stage, finalement, les phases de stage ont été des facteurs qui ont favorisé votre insertion professionnelle, voilà, c'est un plébiscite large, puisqu'on a 9 jeunes sur 10 qui, finalement, précisent que ça a été déterminant ou facilitant dans le cadre de leur insertion professionnelle. Donc, finalement, on voit que tout le monde y a intérêt. On a des jeunes qui dès lors qu'ils trouvent une entreprise, parce qu'encore une fois, ils expriment plus d'un jeune sur deux une difficulté à trouver cette entreprise, mais dès lors qu'ils trouvent une entreprise
pour venir en immersion dans le cadre d'un stage ou d'une alternance, on voit qu'à 90%, ça va les aider à s'insérer dans l'emploi. Et on voit que dès lors qu'ils sont en phase de fin d'études après cette phase d'immersion, pour les entreprises, ça sera un levier privilégié de recrutement. Donc tout le monde finalement a plutôt intérêt à soutenir ce mouvement-là et à favoriser l'orientation de ces jeunes vers des stages et des alternances dans la branche. Enfin, quand on les interroge sur justement cette phase d'insertion, c'est-à-dire que dès lors qu'ils ne sont pas dans un cursus qui est relativement fléché, parce que ils sont déjà en fait le pied dans une entreprise, quand ils sont plutôt en phase de découverte des métiers, comme j'évoquais ce qu'on fait par ailleurs, et d'orientation, on voit ils rencontrent beaucoup de difficultés. 60% estiment que l'orientation professionnelle aujourd'hui, elle est difficile. Un grand nombre de jeunes estiment qu'ils ne sont pas assez accompagnés, alors même finalement que finalement on a quand même beaucoup de structures, de dispositifs, d'acteurs, de financement qui normalement sont dévolus en fait à cette orientation, cette découverte des métiers. Quand on leur demande, OK, et du coup, en fait, quels seraient les leviers par lesquels on pourrait plus vous toucher pour vous faire découvrir les 10 métiers, sans grande surprise, ce qu'on voit, c'est que sont les communications sur les réseaux sociaux. Alors, si possible, avec des vidéos relativement courtes qui présentent des témoignages, idéalement de pair à pair, donc des jeunes qui sont insérés, des jeunes en alternance, qui vont présenter en fait la réalité de leur métier, les conditions de travail, etc. Alors, ce qu'on peut voir, où je disais dans un projet récent, c'est des vidéos type Combini, vraiment sur des formats assez courts qui fonctionnent bien. Et pour vous donner un ordre de grandeur, finalement, aujourd'hui, des jeunes de 15 à 24 ans passent près de 4 heures par jour en fait, sur Internet. 4 heures par jour, c'est quand même loin d'être négligeable. Et la moitié de ce temps est passé sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a une hyper concentration finalement du temps passé en fait, dès lors que je suis sur Internet sur les quelques plateformes qu'on connaît tous et qu'ils utilisent. Quand on leur demande également quels sont les canaux qu'ils ont utilisés pour postuler, ce qui remonte le plus, c'est sans grande surprise les sites d'offres d'emploi, avec les premiers cités qui vont être l'Indeed ou l'APEC, notamment pour les jeunes qui postulent dans la branche. Et puis sinon, des candidatures spontanées dans des entreprises, soit sur le site de l'entreprise, soit en envoyant directement sur le contact entreprise leur candidature. Juste, pardon, à ce stade, donc je ne sais pas s'il y a des réactions ou si on peut continuer. N'hésitez pas en tout cas à intervenir au fil de l'eau, comme je l'ai précisé au tout début. Moi, j'ai une question. C'est Séverine. Oui. Alors, je vais volontairement grossir les traits. Aujourd'hui, dans la branche BETIC, on a tous les métiers de l'ingénierie qui sont plutôt des métiers de sachant, de savoir. Tous les métiers du numérique qui sont plutôt des métiers où on va chercher des cerveaux qui sont novateurs dans un monde qui évolue très très vite. Et pour moi, les métiers du conseil, c'est plutôt les métiers d'expérience, où on a plutôt une attente de quelqu'un qui a déjà fait du terrain pour venir apporter un savoir de terrain. Est-ce que vous avez fait ce paramètre, ce parallèle dans votre propre étude pour bien distinguer quand même les attentes selon les profils? Oui, alors du coup, justement, ça va être, je pense que vous faites une transition parfaite avec la partie d'après, puisque c'est les jeunes et la branche. Donc, Steve, justement, va pouvoir vous parler de résultats qui concernent plutôt le rapport, finalement, aux entreprises de la branche et justement aux écarts qu'on peut constater entre secteurs. Donc, c'est l'objet des prochains constats qui vont être présentés. Juste avant, Sébastien, Steve, il y a une question de Martine Acoste. Oui, bonjour. Là, c'est sur l'alternance. Il y a quelque chose qui me fracasse un peu. C'est que l'alternance, quand même, quand on regarde à l'origine comment c'était fait, à quoi ça, je dirais, ça devrait aider, c'était quand même pour des gens qui n'arrivaient pas, pour des jeunes qui n'arrivaient pas à se faire à l'école. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, là, avec ce que vous avez montré, qu'on va à tout alternance. Hein.
suis d'autant plus motivée. Hier, j'ai donné encore un cours à une école d'ingénieurs. Maintenant, tout le monde, alternance. Hein. Et moi, j'ai deux filles. Hein, une qui a fait l'ingénieur INSA de A à Z, l'autre qui a fait l'alternance. Et je vois la différence. C'est quand même pas la même chose. Et je veux dire, pour moi, pour que ça soit un succès et que le jeune, il est aussi bien après, puisqu'on cherche quand même ce qui disait Séverine aussi, des gens qui ont qui ont la bouteille hein, et qui ont les connaissances nécessaires. Il faut que quand même l'alternance soit en adéquation avec le cursus du jeune. Ça veut dire que le jeune qui est plus fait pour l'école, l'alternance, c'est quand même pas fait pour lui. Et à l'inverse. Alors moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'avec cette évolution qui s'emballe, qu'on est en train de basculer vers toute alternance. Et là, je ne vois pas, hein, puisque là, on dégrade après cet outil qui est super bien. Alors, je pense que Steve pourra vraiment largement compléter parce qu'en fait, il mène, si je dis pas de bêtises, un baromètre en fait, national sur l'alternance avec Walt, Quintet et Adecco. Donc, je pense qu'il pourra compléter ce que je vais dire. Mais après, l'alternance, là, ça dépasse du coup le sujet de l'étude, mais c'est aussi un choix de politique publique. C'est-à-dire que Oui, les enquêtes ok. passées ont démontré en fait que l'insertion professionnelle après une alternance était plus forte qu'après, on va dire, une voie scolaire classique hors alternance. Donc, il y a un développement, un choix politique en fait de développement de l'alternance en France. Par ailleurs, on constate des phénomènes annexes, c'est que finalement le mode de financement de l'alternance, je pense, est aussi un phénomène contributif, facilitateur d'accès aux études supérieures de publics qui auraient pu ne pas accéder aux études Ah, ok. supérieures Ok. aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a Mm. ces différents facteurs qui font que on a aujourd'hui un souhait politique en fait de développer l'alternance et en effet sur quasiment l'ensemble des cursus. Mais Steve, je te laisse compléter. Oui, non, non, mais c'est dans la lignée de ce que tu dis, Sébastien. C'est vrai que le recours à l'alternance, et en particulier à l'apprentissage, a quand même pas mal évolué sous l'impulsion des politiques publiques et des intentions des uns et des autres. Et c'est vrai que cette logique de avoir recours à l'alternance pour un jeune parce que on estimait qu'il n'était pas fait, pas préparé, pas dans les codes des cursus scolaires traditionnels et que ça passait surtout par une intégration dans l'entreprise, enfin une formation qui passait par l'intégration le plus tôt possible dans l'entreprise. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le paradigme a beaucoup changé, beaucoup évolué et que même pour les formations les plus qualifiées, le recours à l'alternance et en particulier à l'apprentissage est plutôt en adéquation avec les intentions et volontés des uns et des autres. Alors, pour compléter les premiers enseignements que vous a partagés Sébastien, assez macro hein, sur le rapport des jeunes au monde du travail et certaines focales sur ce qui se passe au niveau de la branche, les parties suivantes, on va être vraiment centré sur le rapport des jeunes et des entreprises, de la branche au monde du travail, à l'emploi et à l'image qu'ils peuvent avoir des différents métiers. Alors, si on commence notamment par les jeunes, donc là, on est auprès de l'ensemble des jeunes et on leur a demandé quelle image est-ce qu'ils pouvaient avoir des métiers des différents secteurs d'activité qui composent la branche. Donc là, vous avez à la fois le numérique, l'ingénierie, l'étude et de conseil et l'événementiel. Et l'enseignement global qu'on peut tirer, c'est que de manière générale, les métiers de la branche bénéficient d'une bonne image, voire une très bonne image auprès des jeunes, puisqu'on s'aperçoit que plus des 2 tiers d'entre eux, même plus des 3 quarts pour ce qui est des métiers des services numériques, nous disent avoir une bonne image, voire une très bonne image de ces métiers. On est à 76% dans le numérique, plus des 2 tiers, 69% pour les métiers des études techniques et de l'ingénierie, plus des 2 tiers également pour les métiers des études et du conseil, et à peine en dessous des 2 tiers pour les métiers de l'événementiel. Donc, de manière générale, des jeunes qui nous disent avoir une bonne image des métiers de la branche. Pour autant, on s'aperçoit que ces métiers gagneraient à davantage être connus parce que quand on leur demande tout simplement, quand on demande aux étudiants tout simplement s'ils connaissent les métiers de chacun des secteurs d'activité, vous voyez que là, on a des marges de progression probablement qui peuvent être assez intéressantes puisqu'on a
entre un tiers et la moitié des jeunes étudiants qui nous disent ne pas connaître les métiers de ces différents secteurs d'activité. On est à un tiers pour ce qui est des métiers du numérique et des métiers des études et du conseil, 41% pour les métiers de l'événementiel, et un étudiant sur deux, toutes filières confondues, qui nous dit voilà, ne pas connaître, ne pas bien connaître en tout cas les métiers des bureaux d'études techniques et de l'ingénierie. Donc une certaine forme de décalage entre cette bonne image, voire cette très bonne image qui peuvent avoir des métiers de la branche et les niveaux de connaissances qui peuvent être optimisables. Donc on peut se dire que tout simplement, en faisant davantage connaître les métiers, il va y avoir une appétence encore plus grande de la part des jeunes pour les métiers qui sont exercés dans chacun des secteurs d'activité. Ah, on le voit hein, notamment avec une prévalence peut-être encore plus forte sur l'événementiel et sur l'ingénierie où les niveaux de connaissances apparaissent un petit peu plus bas. D'autant que quand on s'intéresse aux jeunes qui travaillent dans les entreprises de la branche ou qui ont eu une expérience de travail dans les entreprises de la branche, ils ont pu partir vers d'autres secteurs notamment, on a une très large majorité des jeunes, 9 jeunes sur 10, qui nous disent que personnellement, ils sont ou ils ont été satisfaits de leur emploi au sein de la branche. On a 87% qui s'expriment favorablement sur cette question, dont un gros tiers de 34% qui nous dit oui tout à fait, donc qui est très satisfait ou a été très satisfait de l'emploi qu'il occupe ou qu'il a occupé au sein de la branche. Alors, sur les leviers sur lesquels repose la satisfaction des jeunes, alors on a une vision qui est en premier lieu assez pragmatique du rapport à l'emploi, puisque ce qui explique cette satisfaction, on va retrouver en premier lieu la rémunération. 42% des jeunes qui se disent satisfaits de leur expérience d'emploi dans la branche qui le justifient notamment par le volet rémunération. Et on retrouve à un deuxième niveau les dimensions qui sont peut-être un peu plus aspirationnelles, notamment sur le contenu d'émission à 38%. On s'aperçoit que c'est encore plus le cas, notamment pour les jeunes qui sont en emploi ou qui ont été en emploi dans le numérique, à 49%, donc qui, eux, mettent avant tout en avant le contenu d'émission pour justifier ce bon niveau de satisfaction à l'égard de leur emploi. Et ensuite, on va retrouver donc la qualité des relations professionnelles, les conditions de travail. Voilà, on va voir, on mettra peut-être un petit peu l'accent ensuite sur cette dimension-là. La sécurité de l'emploi, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée apparaît un petit peu plus en retrait à 32%. On remarquera notamment que dans les entreprises du conseil, ce volet entre équilibre vie professionnelle et vie privée apparaît assez nettement en recul, parce que vous voyez que c'est seulement 19% des jeunes qui ont exercé ou qui exercent actuellement dans le conseil qui mettent en avant hein, cet aspect-là de leur travail. Donc, probablement un sujet de ce point de vue-là, et encore plus en retrait le niveau de responsabilité ou encore le développement des compétences. Donc, en fait, une satisfaction qui va reposer sur deux leviers principaux, hein, très pragmatiques, la rémunération, et puis en plus des choses derrière qui vont plus avoir attrait au sens et à la nature des tâches qu'ils effectuent au quotidien, notamment dans le secteur du numérique. Donc ça, c'était pour la focale sur les jeunes. Alors là encore, on a fait un extract des informations. Si vous regardez, si vous allez sur le site de la DESAD pour consulter le rapport complet, on a des choses beaucoup plus détaillées hein, sur chacun de ces deux volets. Je ne sais pas si vous avez une question. J'ai entendu peut-être quelqu'un qui voulait prendre la parole. C'était encore Séverine. Oui. Quand vous parlez des 19%, je n'ai pas très bien compris le chiffre parce que, encore une fois, dans les métiers du conseil, c'est vrai que ce sont des métiers où la plupart du temps les personnes vont pour apporter quelque chose. C'est souvent des métiers de passion. Alors, pareil pour l'ingénierie et l'événementiel, etc. Mais peut-être que dans le cadre d'un métier qu'on exerce avec l'envie, la passion, les choses comme ça, la partie familiale, etc., s'intègre parfaitement dans la partie emploi.
Alors, par rapport à cette question des 19%, en fait, c'est quand on demande aux jeunes qui se disent satisfaits de leur emploi, qu'est-ce qui explique en fait ce bon niveau de satisfaction? Le décalage qu'on a observé, c'est que tout secteur d'activité confondu, on a 32% des jeunes qui nous disent que cette satisfaction repose sur leur équilibre vie privée, en partie, en tout du moins, sur leur équilibre vie privée, vie professionnelle. 32%, tout secteur confondu. Quand on regarde uniquement sur le secteur du conseil, on n'est pas à 32%, on est à 19%. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que ces jeunes-là mettent moins en avant. Alors on a eu d'autres études qui ont été menées, notamment sur la question des conditions de travail dans les secteurs d'activité de notre branche sur un certain nombre d'aspects. Et c'est vrai que sur la partie, sur le secteur études et conseils, on a souvent des perceptions qui sont moins positives de la part des jeunes comme de la part de l'ensemble des salariés sur cet aspect équilibre vie professionnelle, vie privée, notamment en lien avec les horaires de travail et de plus en plus tout ce qui va toucher au droit à la déconnexion et notamment le fait d'être amené à travailler le soir, le week-end. Alors ça ne veut pas dire que ça touche que ce secteur d'activité-là, mais ça veut dire que tout du moins dans la perception là, en tout cas des jeunes, voilà, on a quelque chose qui est probablement un peu plus marqué pour cette population. Ok, merci. Alors j'avance puisque je vois que le temps tourne. Alors sur maintenant la perception qu'ont les entreprises de la branche. Alors déjà, avoir en tête que, pour une bonne partie des entreprises, le recrutement, de jeunes de moins de 30 ans a, augmenté au cours de ces dernières années. Quand on leur demande, là encore, si c'est quelque chose qui est en hausse, en baisse ou qui est stable, vous le voyez, 40 nous disent que le recrutement de jeunes a augmenté. C'est davantage le cas effectivement dans les entreprises. On s'aperçoit que pour les PME, les grandes entreprises, on est à 58%, mais c'est quand même un gros tiers des TPE qui nous disent que le recrutement des jeunes a augmenté. Donc on observe un écart, mais qui n'est pas si marqué que ça, et avec une prévalence qui reste très forte auprès des plus petites structures qui ont vu, qui observent dans leur quotidien une augmentation des recrutements des, euh, des plus jeunes. On s'aperçoit que dans l'événementiel, bon, qui était quand même dans un contexte un peu particulier, notamment, voilà, l'interrogation s'est fait post-crise sanitaire. On sait que c'est un secteur comme les autres, mais qui a été peut-être encore plus touché. Et donc, le fait de voir que le secteur de l'événementiel s'exprime de manière plus importante sur le fait que le recrutement de jeunes de moins de 35 ans était plutôt en baisse par rapport à ce qu'ils observaient les années précédentes, c'est peut-être pas tellement un phénomène jeune de moins de 35 ans qu'un contexte global du secteur qui, à ce moment-là, au moment de l'enquête et de l'interrogation, recrutait peut-être moins que ce qui se faisait pré-crise sanitaire. Sur maintenant les canaux, pas tellement les canaux, mais sur par quels moyens est-ce que ces jeunes de moins de 35 ans ont été recrutés? Donc on retrouve bien entendu toujours les dispositifs d'insertion que Sébastien a évoqué tout à l'heure. On s'aperçoit que 55% de ces jeunes de moins de 35 ans ont été recrutés en stage, 43% en alternance, que ce soit via un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Pour autant, l'insertion de jeunes en emploi sur des contrats de type CDI ou CDD est également très marquée, puisque c'est 48% des entreprises qui nous disent, quasiment une sur deux, avoir recruté un jeune de moins de 35 ans en CDI au cours des 12 derniers mois et 24% un jeune de moins de 35 ans en CDD. Donc on a voilà, un niveau d'embauche sur cette population qui a justifié aussi à l'époque le lancement de cette étude qui est assez important. Sur des profils assez diversifiés, là encore, ça fait écho, Sébastien le disait tout à l'heure, ça fait écho à la remarque qu'on a eue sur la qualification et peut-être l'hétérogénéité des publics qui sont recherchés au sein de la branche parce que les besoins entre les différents secteurs d'activité sont pas tout à fait les mêmes. On va retrouver des profils très qualifiés qui vont être recherchés, type Master 1, Master 2 ou des ingénieurs avec un diplôme d'une grande école, à 42% dans un premier temps et 28% dans un second, mais aussi des profils ou des qualifications plus intermédiaires qui ressortent en nombre, notamment au niveau BTS, DUT ou L2, donc un niveau bac plus 2,
où on a quasiment une entreprise sur deux qui va rechercher ce type de profil. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de cette question-là, c'est l'hétérogénéité des profils qui sont recherchés. Les jeunes ne sont pas recherchés uniquement sur des niveaux de qualification Bac+5 et plus, loin de là. Et bien entendu, des profils qui correspondent aussi, qui correspondent aux attentes et aux besoins des différents secteurs d'activité. On le retrouve là encore dans les différents domaines de formation. C'est beaucoup l'expression des besoins et des spécificités des secteurs qui vont être représentés dans la branche, notamment les formations d'études techniques d'ingénieurs qui ressortent à 50%. On va retrouver beaucoup dans l'ingénierie, mais pas que. Formation dans le domaine du numérique à 36%. On va retrouver beaucoup naturellement dans le secteur du numérique, mais pas que, parce qu'on a des besoins aussi dans d'autres secteurs. Et on s'aperçoit notamment dans le conseil qu'il y a des domaines qui sont particulièrement cherchés sur marketing, communication, management, ou encore dans les formations en sciences sociales, où on s'aperçoit que les besoins sont là aussi assez marqués, notamment dans le conseil. Au final, on a une proportion assez importante d'entreprises, un tiers qui témoigne de difficultés à recruter des jeunes talents au sein de la branche. Alors, il y avait une focale qui avait été mise sur les différentes tranches d'âge, moins de 27 ans et 27-34 ans. Ce qu'il faut retenir de ce que je vous présente ici à l'écran, c'est que le niveau de tension est à peu près le même en fait. On est à 33%, donc quelle que soit la tranche d'âge, en fait, on a toujours à peu près un tiers des entreprises qui nous disent avoir des difficultés de recrutement. Il n'y a pas tellement d'écart par taille d'entreprise sur cette question-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes dans la même situation, ça veut dire que le niveau de tension est le même, mais les raisons ou le type de difficulté qu'une TPE va être amenée à rencontrer ou qu'un grand groupe va être amené à rencontrer vont pas du tout être les mêmes, et avoir un sujet volume et turnover, notamment dans les grandes entreprises, dans les grands groupes, et un sujet parfois peut-être plus de sourcing, de moyens au niveau des TPE, mais qui au final vont occasionner à peu près le même niveau de tension, qui va s'exprimer notamment, et c'est ce que vous avez sur la partie droite de l'écran, notamment par le sentiment de manquer de jeunes formés aux métiers sur lesquels les entreprises vont exprimer un certain nombre de besoins, à peu près au même niveau que l'expression, là encore, du niveau de tension qu'on va observer sur le marché de l'emploi dans le secteur et dans la branche et vis-à-vis des autres branches. C'est la concurrence que peuvent ressentir les entreprises, à la fois avec les entreprises de la branche, donc la concurrence entre entreprises, et ce qu'on peut retrouver en dehors de la branche. Alors, pour finir et faire un petit peu le bilan de tout ce qu'on a pu vous présenter avec Sébastien, si j'arrive à passer la slide, on s'est aperçu au travers de cette étude qu'il y avait trois enjeux majeurs en fait qui ont émergé de tout ça. Le premier, qui est en partie la résultante de ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir qu'on avait des jeunes qui nous disaient avoir une bonne image, voire une très bonne image même, des métiers qui sont exercés au sein de la branche, au sein des différents secteurs d'activité de la branche, et le niveau de connaissance qui semble en tout cas à la lecture des résultats perfectible. Donc, on a effectivement un premier axe de réflexion qui s'orientait autour du fait de développer la connaissance des métiers de la branche, notamment auprès des publics les plus jeunes, avec potentiellement deux temps distincts qui nous ont semblé peut-être un peu plus importants. C'est les jeunes avant le bac qui cherchent à s'orienter en formation, pour les aiguiller vers les formations, notamment qui destinent à exercer des métiers de la branche. Et l'autre population, là, on est plutôt post-bac, au moment de l'insertion professionnelle, pour faire connaître les métiers, pour inciter ces jeunes étudiants à chercher un emploi dans la branche, dans les secteurs de la branche, plutôt que d'aller exercer cet emploi dans d'autres branches professionnelles. Le deuxième axe de réflexion qu'on a pu mettre en avant, c'est que on l'a bien vu tout à l'heure,
le stage et peut-être aussi l'alternance a été un vrai facteur à la fois pour les jeunes pour s'insérer dans l'emploi au sein de la branche, à la fois pour les entreprises pour recruter des jeunes dans leur structure, mais avec parfois l'écueil que des entreprises qui nous disent avoir du mal à recruter des jeunes stagiaires ou des jeunes alternants, des stagiaires et des alternants qui nous ont aussi exprimé un petit peu la même chose, d'avoir eu du mal à trouver leur stage ou leur alternance, mais qu'après ils ont pu s'insérer rapidement et facilement dans l'emploi au sein de la branche, bah, c'est de favoriser justement l'accès aux stages et aux stagiaires au sein des entreprises de la branche pour créer ce cercle vertueux qu'on a pu observer à partir du moment où cette rencontre était possible. Et enfin, le dernier axe qu'on a mis en évidence, c'est que on a effectivement vu cette logique très pragmatique que pouvaient avoir les jeunes et parfois les entreprises dans les leviers d'attractivité, notamment de ces populations-là, sur l'aspect sécurisation du parcours professionnel, donc proposer un emploi stable, bien rémunéré. C'est sous cet angle-là qu'on voit cette vision pragmatique. On s'est aperçu aussi qu'on a d'autres choses qui ressortaient, probablement que la crise sanitaire a exacerbé. C'est tout ce qui va toucher à la qualité de vie au travail de manière générale, notamment au travers des conditions d'exercice au sein des entreprises de la branche. Et donc, de développer et promouvoir des actions d'engagement de la branche, des entreprises, des managers aussi, puisque c'était un des points qui a été investigué, en faveur d'une meilleure en tout cas, qualité de vie au travail au sein des entreprises de la branche. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait à partager avec vous, les grands enseignements qu'on a pu en tirer et du coup les axes de réflexion, les pistes d'action qu'on a pu proposer notamment au fil de la DSAT. Merci beaucoup Steve et Sébastien pour cette présentation. Alors, je reprends un petit peu la main pour savoir si, à la lumière de cette présentation, vous avez des réactions, notamment par rapport à ce que vous avez pu vivre ou ce que vous vivez encore aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, sur ces questions notamment de recrutement et voire de fidélisation des jeunes collaborateurs. Alors, Eric Gaucher, allez-y Eric. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, c'est très intéressant. Vous pouvez rapidement vous présenter, peut-être pour dire un petit peu le profil de votre entreprise et le Oui, moi métier. je dirige un bureau d'études en acoustique d'une vingtaine de personnes, mais ce que vous avez présenté est particulièrement intéressant parce que c'est très décalé par rapport à ce que moi je vis et ce que j'ai entendu à la dernière convention Sinov, où on a énormément parlé de ce qu'on a appelé la grande démission. On a l'impression que les gens qu'on embauche très récemment, depuis 2 ans, depuis la sortie de la Covid, ont des exigences, ont des demandes ou même nous quittent de manière totalement nouvelle, sur des choses qu'on ne connaissait pas avant, pour aller, alors par exemple, moi j'ai des acousticiens qui s'en vont pour aller faire des maisons en paille, pour aller faire de la batterie. Bon, ça c'est, voilà, qui change complètement de domaine, ce qui n'existait pas avant. Et en discutant avec des confrères de Sinov, on avait aussi le même sentiment qu'il y avait une espèce de perte de repère des jeunes diplômés du supérieur, des Bac plus 5 en particulier, voilà, alors vous l'avez très bien présenté de manière globale en disant on cherche des entreprises flexibles et engagées, mais c'est un point extrêmement fort actuellement. Alors la question que je me pose, c'était est-ce que c'est lié au Covid? Est-ce que c'est une révolution qui est à bas bruit pour l'instant, qui n'est pas du tout visible ou très peu visible encore dans vos statistiques, mais qui risque de monter quand on voit les gens là, d'agro là, qui avaient fait des appels à changer complètement de modèle. Mais enfin voilà, on a une grosse question autour de ça. Et voilà, je voulais savoir comment vous l'avez un peu évoqué, mais très légèrement par rapport à ce que nous, on a exprimé au niveau de la Convention Sinov. C'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on est souvent interrogé et sollicité parce qu'on s'aperçoit qu'on a un décalage qui est réel
entre les perceptions qu'on peut avoir sur ce sujet-là, notamment effectivement tout ce qui a été dit, écrit autour du phénomène que vous évoquez, hein, la grande démission, qui s'observe très peu dans les chiffres. C'est-à-dire que statistiquement, ce phénomène qu'on ressent, je me mets dedans puisque c'est des choses qu'on voit nous au niveau de notre structure aussi, et puis quand on discute avec des confrères, hein, qu'on semble ressentir, ça se retrouve très peu dans les chiffres. C'est-à-dire qu'on voit vraiment pas ce phénomène. Donc on a plutôt le sentiment qu'il y a eu un micro-phénomène. Alors quand je dis micro, j'ai tendance à le minimiser comme si c'était pas un phénomène d'importance. C'est d'un point de vue statistique, hein, que je dis ça, et qu'on a tendance à en faire une généralité et un mouvement d'ampleur. Il y a certains types d'entreprises, certains secteurs qui ont été effectivement plus durement touchés, je vais dire. Les grandes entreprises, notamment dans le conseil, ont beaucoup été touchées par ce phénomène-là. Il y a lien avec tous les articles aussi qui ont été écrits sur les bullshit jobs, la quête de sens, et effectivement, il y a eu une période post-crise sanitaire où il y a eu peut-être un phénomène de rééquilibrage, mais quand on recule la focale et qu'on regarde les statistiques d'ensemble, ce phénomène de grande démission et de changement de vie, si on l'observe dans nos quotidiens, il se retrouve, pour le moment en tout cas, très peu dans les statistiques, que ce soit dans les enquêtes qu'on peut mener ou même dans les travaux plus institutionnels. Merci, c'est intéressant. Ouais, je crois que sur les statistiques, il y avait eu des publications de la DARES à l'automne dernier qui montraient qu'on était à un niveau d'émission qui était en effet plus élevé que finalement en 2019, mais pas beaucoup plus. Je crois que sur l'ensemble des démissions, on était un peu plus élevé. En CDI, on l'était également plus, mais c'est pas 2 fois plus. C'est en gros sur 400 000, 450 000 démissions, on avait 50 000 de plus par rapport à 2019. Donc, on n'est pas un phénomène où c'est x3 ou x4 et que c'était des niveaux qui étaient comparables à ce qu'on avait vécu au moment de la crise des subprimes, c'était bien ça, en Subprime, ouais. 2007-2008, où on était à des niveaux de démission équivalents. Alors après, vous avez raison, on a tous des expériences quand même de personnes qui doivent venir, puis qui finalement, le jour J, appellent et se présentent pas, etc. Et ça semble quand même assez antithétique ou en opposition à cette déclaration finalement d'engagement, d'importance du travail, de difficulté. Après, voilà, ça se représente peut-être aussi certains profils qui parfois ont plus, entre guillemets, le luxe de pouvoir faire ce choix. Ce qui est aussi pas en fait une situation générale sur l'ensemble des jeunes, où beaucoup de jeunes sont en difficulté et pour qui l'accession à un emploi stable, à un emploi avec des conditions de travail euh, intéressantes comme celles que propose la branche, voilà, sont aussi quand même une population qui est privilégiée quand même. Martina Coste, allez-y Martina, vous avez une question. Oui, j'ai juste une question rapide par rapport à cette problématique qu'on a des gens qui cherchent de l'apprentissage, mais ils ne trouvent pas. Hein. Et je me demande, est-ce que vous avez vu dans votre étude si si le recrutement tout confondu s'est fait vraiment encore par les entreprises ou il n'y a pas je dirais, une sous-traitance quelconque, puisque moi, ce que j'ai eu comme retour aussi, parce qu'avant, nous, on sentait les gens, quand on embauchait les gens ou les jeunes, on les sent quand on le fait directement. Et là, j'ai eu quand même des retours que souvent, la description de ce qu'on veut ne correspond pas à ce qu'on cherche, et puis ça ne matche pas. Je ne sais pas, c'est pour cela que je pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que les entreprises ne recrutent plus personnellement ou que il y a quelque chose qui a changé là-dedans? Alors, là, je ne saurais pas vous dire exactement parce qu'on n'a pas creusé spécifiquement le Ouais. sujet, mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui serait à regarder. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est quand même grave hein, ce qui se passe. Ok, merci. C'était très bien d'ailleurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions ou témoignages? Alors moi j'ai une question, mais alors très pratico-pratique. C'est Séverine encore. Est-ce qu'il sera possible d'avoir un article pour une présentation sur le site de Sinov Conseil de ce matin?
Oui, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Enfin, l'étude, il y a le rapport complet, il y a une infographie, il y a une synthèse. Donc, on peut reprendre tous ces éléments-là. Séverine, il n'y a pas de problème. Je veux bien. Ouais, tu pourras m'envoyer le lien, comme ça je ferai un petit article pour ouais. la présenter. C'est super, Ok. c'est super intéressant. Merci. Et encore bravo, je confirme, c'était très bien, même sans les images. Merci. Merci. Bah, écoutez, merci à tous donc, pour votre participation. Et puis merci Steve et Sébastien pour l'exposé qui était très clair, qui, nous, au niveau de la fédération, puis des syndicats aussi, nous a permis déjà d'enclencher un certain nombre d'actions, à nous rapprocher des écoles et parliez tout à l'heure des associations d'anciens élèves aussi, etc. Donc, on engage un certain nombre de chantiers dans ce domaine-là pour effectivement améliorer le sourcing, le recrutement et mieux faire matcher les besoins, les attentes des deux côtés. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée. Merci à toutes. Au revoir, bonne journée. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée.